deux intervenants. Delphine Gonzalez, bonjour Delphine. Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Vous êtes fiscaliste chez Alma Consulting Group et Florent Rioux. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Expert en fiscalité de l'innovation chez Alma. Alors, avant d'évoquer les dépenses de personnel, il est primordial de passer préalablement par une étape de sélection des projets éligibles au dispositif du CIR. Pour cela, rappelons que les activités de R&D éligibles au CIR se distinguent selon trois catégories que sont la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. À partir du moment où un projet éligible a été identifié, il faut déterminer les dépenses associées à ce projet, dépenses qui composent ce que l'on appelle l'assiette du crédit d'impôt recherche. Et parmi ces dépenses, il convient de déterminer les dépenses de personnel ayant participé aux travaux de recherche de ce fameux projet qui a été identifié. Ce poste de dépense n'est pas anodin car ces dépenses de personnel représentent en moyenne 80% des dépenses déclarées. Il est donc important de bien déclarer ce poste de dépense. Seulement voilà, si la notion de dépense de personnel en matière de CIR est large, elle n'en demeure pas moins dénuée d'instabilité. On constate que les entreprises doivent faire preuve de rigueur, de précision lorsqu'il s'agit de démontrer l'implication du personnel dans les projets de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche, la qualification de ce personnel également, ou encore les modalités de calcul des différents éléments de rémunération. Les équipes de consultants d'Alma Consulting Group vous aident bien évidemment dans cette démarche et grâce à ces retours d'expérience, il a été donc décidé de vous proposer ce webinaire, le dernier webinaire avant la pause estivale pour aborder le thème des dépenses de personnel. Alors, nous aborderons d'abord les modalités de sélection du personnel interne éligible au crédit d'impôt recherche en rappelant la notion de personnel de recherche, en évoquant le critère de l'implication du personnel dans les activités de R&D et en proposant notamment un focus sur certaines catégories de personnel. Nous parlerons aussi de la problématique des temps passés en R&D, puis nous parlerons des éléments de rémunération à retenir pour la valorisation de ce personnel éligible. Enfin, nous traiterons des personnels mis à disposition par son employeur. Ceci concerne ainsi les personnels externes éventuellement éligibles au crédit d'impôt recherche. Et enfin, questions-réponses, oui évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ces webinaires. Ce webinaire est un webinaire interactif. Vous pouvez poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran sur la droite normalement. Je vous conseille de ne pas attendre la fin du webinaire pour que nous puissions avoir le temps de recueillir toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation et nous pourrons y revenir également tout au long de ce webinaire. Ceci étant dit, on démarre avec vous, Delphine, et donc la première thématique de ce webinaire, à savoir les modalités de sélection du personnel interne éligible au dispositif du crédit impôt recherche. Oui, absolument. Merci Jean-Noël. Donc, nous verrons successivement, Florent et moi, donc, les différentes facettes de sélection du personnel interne éligible au CIR. Et pour commencer, nous allons appréhender la notion de personnel de recherche, parce que si le projet éligible est identifié, d'accord, mais la question se pose de savoir quels sont les salariés qui peuvent valablement et légitimement être retenus dans l'assiette du crédit d'impôt recherche que vous entendez déclarer. Donc, il faut tout d'abord se référer au texte. Et le législateur, donc dans l'article 244 b petit b du Code général des impôts, est venu préciser la notion de personnel de recherche de manière assez laconique, bien qu'il ait introduit une notion et une condition qui est liée à la recherche, aux opérations de recherche qui sont directement et exclusivement affectés, les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Il n'a pas non plus oublié les titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent pour lesquels l'assiette peut être, les dépenses personnelles peuvent être doublées pour être retenues dans l'assiette. Et ensuite, c'est le pouvoir réglementaire qui est venu apporter des précisions qui étaient attendues, puisqu'on voit que les chercheurs sont définis comme étant des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent à la conception et à la création de connaissances, de produits, de procédés. Et il a aussi élargi la notion de personnel de recherche à des salariés qui peuvent être assimilés ingénieurs. Il s'agit de salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'ingénieur, mais qui ont acquis cette qualification par leur expérience au sein de leur entreprise. Et enfin,
il y a les techniciens qui sont les salariés qui travaillent en étroite collaboration avec ces chercheurs pour apporter un soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement qui sont éligibles au dispositif. Alors, on verra tout au long de la présentation que la notion d'étroite collaboration est impérative et qu'elle est régulièrement soumise et remise en cause et portée dans le cadre de contentieux devant le juge de l'impôt, ainsi que le fait d'assurer un soutien technique qui présente un caractère indispensable. Ensuite, l'administration fiscale s'est émue du sujet et a estimé devoir préciser toujours la notion de personnel de recherche dont les éléments de rémunération pourraient être retenus dans l'assiette du crédit d'impôt. Eh bien, si l'administration fiscale avait jugé utile de trop s'appesantir sur la notion de chercheur et d'ingénieur, elle est venue apporter quelques précisions sur les assimilés ingénieurs. Donc, elle nous explique, l'administration fiscale dans sa doctrine, que l'assimilé ingénieur est une personne qui, certes, n'est pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur, mais qui a bien acquis des compétences au sein de son entreprise, qui l'assimile par le niveau et par la nature de ses activités aux ingénieurs qui sont impliqués dans les travaux de recherche. Et l'assimilation par le niveau et par la nature de ses activités, c'est un critère qui est prépondérant. Et l'administration fiscale aussi est venue préciser que, et ça c'est d'ailleurs assez récent, que la qualification d'ingénieur qui est acquise par l'expérience professionnelle n'a pas à faire l'objet d'une reconnaissance expresse, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, n'est-ce pas, Florent? Et alors, du coup, nous retenons les deux conditions cumulatives pour ces assimilés ingénieurs parce que dans le cadre de nos missions et de nos clients, on rencontre régulièrement des salariés qui peuvent valablement être, qui participent aux opérations de l'ARD et qui ne sont pas diplômés ingénieurs, mais qui peuvent être assimilés. Donc, on voit que la notion est assez extensive et les deux conditions cumulatives qui ressortent et qu'il faut s'astreindre à vérifier et qu'elles soient bien remplies, c'est le fait d'être directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche et surtout, en plus, avoir acquis au sein de l'entreprise des compétences qui assimilent ce salarié par le niveau et la nature de ses activités aux ingénieurs. Donc nous indiquons à nos clients que lorsque nous les accompagnons dans les missions de management d'innovation et de valorisation du crédit d'impôt recherche, que les conditions qui sont posées par les textes, qu'il s'agisse du législateur, du pouvoir réglementaire ou encore de la doctrine, sont effectivement bien remplies. Alors, Florent? Tout à fait. La question qui va se poser effectivement pour la partie des salariés qui sont assimilés aux ingénieurs ou éventuellement qui peuvent être assimilés aux techniciens. La problématique du chercheur finalement ne se pose pas dans le cas d'une personne qui disposerait d'un diplôme Bac+5 ou Bac+8, donc c'est une problématique qui peut être évacuée assez rapidement. En revanche, pour tous les salariés qui n'ont pas ce diplôme, on va se pencher dans un premier temps sur les salariés qui doivent être assimilés aux ingénieurs ou aux chercheurs. Pour ces salariés-là, il va falloir démontrer, comme disait Delphine, d'une façon certaine le caractère nécessaire et indispensable des tâches accomplies par ces salariés dans le cadre des projets de R&D qui sont valorisés au crédit d'impôt recherche, d'une part, et d'autre part, justifier que ces salariés ont les capacités, à travers leur expérience, leurs études ou autres, à mener ces opérations de recherche. C'est-à-dire qu'ils ont les connaissances et les compétences suffisantes pour mener des opérations de recherche de niveau. On insiste principalement sur cet aspect assimilé ingénieur parce que, comme l'a indiqué Delphine précédemment, oui, les techniciens de recherche doivent travailler en étroite collaboration avec les chercheurs, ce qui signifie concrètement que dans un projet créé d'impôt recherche, on ne peut valoriser uniquement des techniciens, puisque les techniciens par nature travaillent avec un chercheur. Ce qui veut dire qu'on doit avant tout identifier un chercheur par projet de R&D. Le chercheur peut être disposé d'un diplôme Bac+8 ou Bac+5, ou bien être assimilé à ces ingénieurs ou à ces chercheurs. Ça, c'est une condition qui est absolument impérative, le fait qu'il y ait un chercheur ou un assimilé ingénieur. Absolument, et non pas par crédit d'impôt recherche, mais bien par projet. Ok. Alors, dans un premier temps, voyons ce que l'on peut entendre par fonction exercée. On va faire ici notre retour d'expérience. Ce qu'on peut voir, c'est que la possibilité d'assimiler les ingénieurs,
s'applique d'abord sur la fonction qu'ils ont réellement exercée dans le projet et au sein de l'entreprise. Comment prouver concrètement que les fonctions exercées sont des fonctions de chercheurs? Eh bien, il va falloir pouvoir démontrer la participation à l'encadrement de personnel R&D, la responsabilité totale du projet, c'est-à-dire qu'il va assumer personnellement les risques du projet, son échec, son aboutissement, son éventuelle réorientation. Tout ça, ce sont des éléments qui sont factuels, concrets, qui vont pouvoir être démontrés à la fois par des mails, par le fait que la personne qu'on veut assimiler aux ingénieurs ou aux chercheurs va organiser des réunions, les animer, prendre des décisions. On est encore là sur la prise de décision stratégique, car c'est la personne qui a la connaissance la plus pointue pour le projet en question sur le domaine. En fait, Florent, ici, pour les assimilés ingénieurs, en pratique, on constate que pour nous permettre d'identifier chez nos clients des assimilés ingénieurs, alors que dans certaines petites PME plus ou moins petites, on ne pense pas toujours, c'est ça, à identifier ou à qualifier un assimilé ingénieur. Et c'est pour ça qu'on s'astreint à vérifier qu'il occupe bien ses fonctions. Absolument. On rencontre deux cas. Le premier, c'est le cas de la société qui ne pense pas faire de crédit d'impôt recherche parce qu'elle ne pense pas avoir un diplôme d'ingénieur. Et c'est très dommage parce qu'effectivement, elle peut avoir, à travers son expérience, la personne peut bénéficier de cette assimilation aux ingénieurs. Et l'autre cas, c'est un cas plus embêtant sur la partie pratique. Ça va être une société qui considère que, évidemment, le gérant a une expérience très longue, peut être assimilé à un chercheur, et pour autant n'a pas d'éléments factuels pour le démontrer en cas de, je n'organise pas nécessairement de réunion, ou ça ne fait pas de compte rendu, et en cas de contrôle fiscal, il va avoir des difficultés à le démontrer. Donc ça va être pour la partie qui concerne uniquement l'implication dans le projet. Il va falloir également, comme on l'a vu précédemment, montrer que le personnel qui est chercheur a les compétences pour mener à bien ces opérations de recherche. Comment prouver ces compétences en dehors du diplôme? Évidemment, si le diplôme est là, la question ne se pose pas. Eh bien, par différents moyens. On va pouvoir le prouver à travers l'organigramme de la société. Le personnel est directeur technique, par exemple, qui prouve qu'il a les capacités de mener des opérations de recherche. Le CV, donc on a vu l'expérience, qui peut être une expérience à la fois dans la société ou une expérience précédente, cette précédente expérience professionnelle, si elle a dirigé un secteur R&D, si elle a dirigé un bureau d'études, on va pouvoir apporter ces éléments-là. Le contrat de travail et la fiche de poste. Si dans son contrat de travail, il est clairement indiqué que ce personnel mène des opérations de recherche, encadre des chercheurs ou encadre des techniciens, on va pouvoir apporter cet élément. La fiche de poste, il faut s'en méfier, oui. Notamment parce que dans un récent contrôle, l'inspecteur a demandé, pour justifier la capacité du personnel de mener des opérations de recherche, a demandé la fiche de poste. Les fiches de poste ne sont pas toujours nécessairement à jour. Et c'est vrai que ça peut desservir la société d'avoir une fiche de poste qui, depuis 5-10 ans, n'a pas été mise à jour. L'inspecteur va considérer dans ce cas qu'elle n'a pas été mise à jour parce que les fonctions de la personne n'ont pas évolué, donc ses compétences n'ont pas évolué. Donc ça risque de desservir l'entreprise. On conseille vraiment à toutes nos entreprises, avec lesquelles on travaille en tout cas, de mettre à jour régulièrement les fiches de poste, d'acter par mail une lettre de mission, par exemple, qu'elle va travailler, le personnel va travailler sur un projet de R&D, éventuellement de modifier son contrat de travail par un avenant, essayer d'avoir des preuves factuelles, documentées, qu'on puisse présenter à l'inspecteur, même 2-3 ans plus tard, pour acter de l'augmentation, l'amélioration de la qualification du personnel, pour pouvoir l'assimiler comme un ingénieur. On va pouvoir également, dans des structures disons, plus élevées ou des personnels qui ont un background plus important, justifier de publications scientifiques, l'idéal étant une publication scientifique dans des revues à comité de lecture, bien entendu. Mais une publication scientifique simple prouve que le personnel est en charge d'un projet de recherche et donc est chercheur. On va pouvoir également le démontrer sur du personnel qui est inventeur, par exemple, sur un brevet, même si le brevet est déposé au nom de la société. Donc, on a tout un faisceau d'indices qui va pouvoir être apporté à l'administration fiscale en cas de demande. Par ailleurs, ce sont des points qui sont relativement bien documentés dans la jurisprudence, n'est-ce pas Delphine? Oui, tout à fait. Alors, en la matière, sur l'implication du personnel dans une activité de R&D éligible, on s'aperçoit que le juge de l'impôt, donc on en est surtout aux juridictions de second degré. Le Conseil d'État, à notre connaissance, n'a pas encore eu à se prononcer, mais on félicite le travail de la Cour administrative d'appel de Paris notamment,
qui, depuis la fin de l'année 2013, est venu assez régulièrement se prononcer et a étendu la notion de personnel de recherche à du personnel qui n'est pas scientifique et qui n'a pas de diplôme en fait dans un domaine technique ou scientifique. Donc on cite ici quelques arrêts, pour ne citer que, donc les arrêts de la société Falguière Conseil, Génération Conseil également, et un des considérants de principe, je dirais, qui a été retenu et qui est assez remarquable, c'est que les juges de la Cour d'appel de Paris, la Cour administrative d'appel de Paris, ont considéré que l'absence de diplôme ou même de qualification professionnelle ne pouvait pas suffire à rejeter les personnels qui avaient été valorisés par l'entreprise, dans la mesure où la preuve était rapportée que le soutien technique de ces salariés était réellement indispensable aux travaux de recherche et de développement. Et d'autant plus que ces salariés en question avaient collaboré à la mise au point d'un logiciel et que leur soutien technique s'était inscrit progressivement dans le processus itératif de développement expérimental. Ici, je m'explique, il s'agissait d'une opération de courtage ou de mise de travaux d'amélioration d'un logiciel de courtage en ligne d'agences immobilières, et le personnel en question, dans l'affaire Falguière Conseil, eh bien, le personnel en question occupait des fonctions commerciales et ces technico-commerciaux avaient des connaissances du marché de l'immobilier, quoiqu'ils ne possédaient absolument pas de diplôme dans un domaine scientifique. S'agissant du contentieux Génération Conseil, on s'est aperçu, et encore une fois, je le dis, j'insiste, on félicite la Cour d'appel de Paris d'avoir considéré que le personnel qui réalisait des fonctions de support, mais qui avait un diplôme de niveau master et des connaissances fines de l'audit et du contrôle de gestion, donc vous constatez qu'on est assez loin des problématiques de R&D, de la recherche fondamentale appliquée ou encore du développement expérimental, eh bien, les éléments de rémunération de ces salariés qui avaient été impliqués et dont le soutien technique indispensable avait été établi, eh bien, les éléments de rémunération de ces personnels avaient valablement pu être retenus dans la base du crédit d'impôt recherche. Signifie que la société en question a démontré que son personnel avait travaillé en étroite collaboration avec les chercheurs, ou en tout cas avait un travail qui était indispensable à l'opération de recherche. Donc, absolument, la société a dû apporter des preuves pour, oui. Alors, il ne s'agit pas, on est bien d'accord Florent, il ne s'agit pas de l'affirmer, parce que le contentieux qui a été porté devant le juge de l'impôt, en effet, fait suite à une procédure fiscale, à une procédure de contrôle, à l'occasion, au cours de laquelle le contribuable, donc ces deux sociétés, chacune des sociétés, s'est opposé tout au long de la procédure à l'administration fiscale qui soutenait la position inverse, en considérant que ces personnes, ces salariés, n'étant pas diplômés, n'étant pas scientifiques, ne pouvant en aucun cas participer à des opérations de R&D. Et la société donc a fourni les éléments de justification suffisants. La preuve étant libre, il n'était pas contesté que leur implication et leur soutien technique étaient réellement indispensables pour le bon déroulement du projet de R&D. D'accord. OK. Alors, au niveau maintenant des techniciens, et donc comme pour un chercheur, on va chercher à voir si la personne a un bac plus 5 technique. Non, vas-y, je t'en Dans le cadre des techniciens, on va chercher à voir si la personne a un bac plus 2. Si la personne a un bac plus 2 technique, un BTS, un DUT, il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de problème. En revanche, si elle ne dispose pas de ce diplôme, on va pouvoir les assimiler d'une certaine manière aux techniciens de recherche. Et c'est notamment le cas des ouvriers qualifiés. C'est un cas qu'on rencontre assez fréquemment dans le cours de l'accompagnement des entreprises et notamment sur certains contrôles. Donc, les ouvriers qualifiés peuvent-ils être considérés comme des techniciens de recherche? Eh bien, la question, effectivement, mérite d'être posée, et la réponse est que oui, à condition, dans la même philosophie que précédemment, que la qualification de l'ouvrier qualifié est suffisante et que son implication sur le projet de recherche est nécessaire et indispensable au bon déroulement de ce projet d'une part, et que d'autre part, l'ouvrier qualifié a travaillé en étroite collaboration avec un chercheur, un ingénieur ou un assimilé ingénieur. La présence, comme on l'a dit précédemment, du chercheur pour le bon déroulement du projet est indispensable.
comment est-ce qu'on va pouvoir prouver que l'ouvrier a travaillé de manière étroite avec le chercheur en question? Eh bien, il va falloir le montrer à travers le fait que cet ouvrier, par exemple, a préparé des prototypes, des échantillons, a suivi et a réalisé des expérimentations, et par conséquent, son travail était indispensable aux opérations de recherche. Le fait que, par la suite, ce soit le chercheur qui analyse les résultats des tests qui ont été faits par l'ouvrier ne pose pas de problème en soi, parce que c'est le travail du chercheur d'avoir une augmentation procéder à l'augmentation de l'état de l'art à travers cette analyse. En revanche, il a absolument besoin du travail de l'ouvrier, et ça c'est quelque chose qu'il faut démontrer à travers des comptes rendus d'essais, des comptes rendus de réunions, et éventuellement des fiches de poste, des notes de travail ou de calcul, pour montrer que l'ouvrier en question a été absolument indispensable au bon déroulement de l'opération de recherche. Le dernier point, c'est l'implication de personnel qui, a priori, donc on parle de l'arrêt Paguerre, n'a pas une vocation technique, mais qui néanmoins est nécessaire à l'opération de recherche. On va parler par exemple de technico-commercial, comme disait Delphine. Ouais. Dans ce cas-là, si à nouveau l'implication du technico-commercial ou du personnel, disons annexe au personnel de recherche pure, est nécessaire et indispensable à l'opération de recherche, elle va pouvoir être malgré tout considérée comme un chercheur ou un technicien de recherche, et donc à ce titre être valorisée au titre du crédit d'impôt recherche. L'exemple qu'on peut prendre, c'est un petit peu celui qui a été pris précédemment, c'est-à-dire dans le cas d'un logiciel, les technico-commerciaux ont la meilleure appréhension de l'attente du client, et par conséquent vont pouvoir réorienter les essais et les résultats des essais en fonction de l'attente client, et donc vont participer de ce fait à l'itération, aux itérations successives dans le cas du développement expérimental, et donc sont absolument indispensables à l'opération de recherche en tant que telle. Dans ce cas-là, si on arrive à démontrer cette implication et leur nécessaire implication, on va pouvoir valoriser ce personnel, bien qu'il n'ait pas stricto sensu un diplôme technique. Oui, alors, toujours dans le prolongement de ce que tu dis, Florent, la jurisprudence a retenu une notion qui est de plus en plus extensive du personnel éligible au personnel enseignant non scientifique. Étant précisé, c'est important de le rappeler que lorsqu'on parle de personnel qui n'est pas R&D par nature, on distingue réellement du personnel de soutien. Pour mémoire, le personnel de soutien, c'est le personnel qui est affecté au secrétariat, aux opérations de dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise, à l'entretien purement matériel des équipements. Et les éléments de rémunération de ce personnel, de ces salariés, les éléments de rémunération sont pris en compte dans les frais, ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. On ne peut pas considérer que l'assistante du chercheur participe d'une manière ou d'une autre, de façon indirecte, à l'opération de recherche. Non. Non, on ne peut pas. Non. Bien qu'elle pourrait remplir, on pourrait supposer qu'elle remplit les conditions de non-obtention de diplôme dans un domaine scientifique, mais bon, là, tel n'est pas le cas. Alors, sur la jurisprudence, tout à l'heure encore, on félicité la Cour administrative d'appel de Paris. Mais j'attire votre attention puisque c'est la Cour administrative d'appel de Douai qui, en 2009, dans une affaire Euro-Surgical, a considéré que le seul critère qui était à prendre en compte, en fait, pour considérer que le personnel pouvait être éligible au dispositif du CIR, eh bien, c'était de s'attacher à examiner la réalité des missions qui étaient affectées au personnel valorisé, aux salariés qui étaient valorisés au titre du CIR, indépendamment du nom du service auquel ils appartiennent, qu'il s'agisse de marketing et de développement. Et là encore, on a l'arrêt qui est un arrêt qui a été rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier dernier, dans une affaire SARL Autoréflex. Il s'agissait de personnel qui s'occupaient des fonctions de directeur commercial, de webmaster, d'infographiste et de web designer. Donc on est assez loin, on le constate, on est assez loin de la science et des aspects purement techniques. Et pour autant, dès lors que, on insiste vraiment sur ce point, parce que dès lors qu'on est en mesure d'établir de manière suffisamment précise et rigoureuse que l'étroite collaboration est établie, que le soutien technique est indispensable pour le bon déroulement du projet, eh bien, l'administration fiscale devrait normalement s'aligner sur la ligne jurisprudentielle qui a été initiée par la Cour administrative d'appel de Paris et les autres juges, mais
Donc, il ne faut pas s'arrêter strictement et avoir une vision trop timorée de la notion de personnel qui est éligible. Il faut aussi garder présent à l'esprit toutes les avancées qui ont pu être faites par le juge de l'impôt. Et on constate au cours des contrôles que l'administration fiscale entend clairement notre position et celle de nos clients quand on entame un discours qui est constructif, régulier et bienséant. Merci. Alors, continuez à poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran. Alors, Florent, Delphine, vous avez eu la judicieuse idée de répondre spontanément aux questions qui nous étaient posées, parce qu'on avait quelques questions justement sur ce personnel qui n'était pas hérédé par nature. Donc, je pense que les réponses que vous avez apportées ont pu répondre donc aux personnes qui nous ont posé les questions. Il y a des questions sur les TPE et notamment le cas des gérants. On a plusieurs questions sur ce sujet-là concernant les gérants des TPE. Comment puis-je justifier que je suis chercheur, car d'un côté, je n'ai pas de diplôme, mais surtout, je ne suis pas salarié d'une entreprise. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ce sujet-là. Alors effectivement, c'est un cas qui se pose assez régulièrement. Dans le cas d'un gérant qui est travailleur non salarié, on ne va pas pouvoir utiliser ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est-à-dire la convention collective, le contrat de travail, parce que il n'en a pas. En revanche, ce qu'on peut prouver, c'est d'une part l'encadrement effectif du personnel de recherche. S'il n'est pas gérant seul, mais s'il a employé du personnel, il va encadrer des techniciens de recherche, il va éventuellement encadrer même des ingénieurs de recherche, et par conséquent, il a des compétences qui sont supérieures à ceux qu'il encadre, et donc peut être assimilé aux ingénieurs. On peut également démontrer sa qualification d'ingénieur à travers ses précédentes réalisations, ou même les réalisations en cours. Si le projet qui donne lieu au crédit d'impôt recherche a donné lieu à brevet, par exemple, et que le brevet est donc au nom du gérant, si c'est bien le gérant qui conduit cette opération de recherche, on va pouvoir démontrer qu'il a la qualification suffisante pour développer un produit brevetable. Par conséquent, ça donne un faisceau au niveau d'indices. Il encadre du personnel, il peut déposer des brevets ou a les compétences pour le faire. Un faisceau d'indices qui permet de démontrer que ce personnel est assimilable aux ingénieurs. Ce gérant non salarié dans le régime social est assez particulier. Effectivement. Et qui dispose de moins de documents non officiels, de contrats de travail, de conventions collectives, de fiches de poste qu'on a évoquées précédemment, qui ne sont pas obligatoires pour ce gérant-là et donc dont la preuve est un peu plus complexe à prouver de ce côté-là. D'un autre côté, comme il est gérant, il est forcément encadrant de personnel. Donc il faudra plutôt insister sur ce point-là, ce qu'on fait avec nos clients. C'est vrai qu'il faut rassurer nos clients et nos auditeurs. C'est important que vous dites tous les deux, puisque nous, on constate aussi à l'occasion des contrôles que la remise en cause de la valorisation des éléments de rémunération d'un gérant qui n'est pas salarié n'est absolument pas systématique. Oui, absolument. Merci. Alors, on poursuit avec Florent et la problématique, cette fois, de la justification du temps passé. Alors, tout à fait, une fois qu'on a pu démontrer que le personnel avait la compétence pour mener des opérations de recherche et avait la qualification nécessaire, il va falloir savoir quel temps est-ce qu'on va inclure dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Eh bien, ce que nous dit de manière assez claire la doctrine administrative, c'est que le temps passé doit être déterminé de façon suffisamment rigoureuse et précise. Alors, c'est assez clair comme définition en creux. Par contre, en direct, c'est effectivement relativement flou. En creux, ça signifie par contre assez clairement que toute détermination forfaitaire du temps passé est totalement exclue. Donc, on ne peut pas dire mon personnel a 50% environ de temps passé, c'est peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Disons que je vais mettre 50% de crédit d'impôt recherche, et ça ira. Ça, c'est totalement exclu. En revanche, il va falloir préciser ce que l'administration entend par rigoureux et précis. Ça signifie à minima un tableau de suivi des temps passés par salarié pour chacun des projets. Sur tel projet, tel salarié a passé 283 heures, sur tel autre, il a passé ainsi de suite. En revanche, aucun formalisme particulier n'est exigé. En revanche, ce qu'on peut voir dans les différents contrôles, c'est que généralement l'administration demande à minima un temps non seulement par salarié, mais également et par projet, mais également par phase du projet.
il va nous demander un tableau avec sur le projet 1, la phase 1, donc qui va être, la phase évidemment est libre et dépend du projet. Par exemple, une réflexion amont pour identifier les techniques sur lesquelles on pourrait se lancer. La phase 2, ça va être une phase de développement. Et la phase 3, une phase d'expérimentation et de test. Et la phase 4, une phase d'analyse de ces tests, par exemple. Donc il va falloir quand même avoir quelque chose d'un peu plus précis qu'un simple temps par projet. Néanmoins, il n'y a pas d'autres restrictions qui sont données par l'administration que suffisamment rigoureux et précis. Oui, puisque comme tu le disais, aucun formalisme n'est exigé. Alors en pratique, on constate que le risque de remise en cause est particulièrement élevé s'agissant de la justification des temps passés, dès lors que les temps passés sont reconstitués a posteriori. Vous manquez de temps, vos équipes sont consacrées à 100% aux opérations et aux activités de R&D. La priorité n'est pas à la constitution de la justification des temps passés, et ça on le comprend d'un point de vue économique. Par ailleurs, lorsqu'on entend bénéficier du dispositif de CIR, il faut garder bien présent à l'esprit que le contrôle survient de manière très naturelle et que l'administration, le service vérificateur, vous demandera tout justificatif, précis, rigoureux. Donc la reconstitution a posteriori est à bannir. De la même manière que, comme le disait Florent, toute détermination, toute estimation forfaitaire des temps passés est à proscrire. Et enfin, il y a un troisième cas qui attire l'attention et qui fait tiquer l'administration fiscale ou encore les agents du MENESR, lorsque les taux d'affectation aux opérations de R&D sont particulièrement élevés. Quand bien même un chercheur ou un ingénieur passe ses journées entières, pour ne pas dire ses nuits, à travailler sur des projets de R&D sans compter ses heures, dès lors que l'entreprise qui entend bénéficier du CIR va déclarer un taux d'affectation qui sera supérieur à 95%, l'administration va tiquer. Et d'ailleurs, une des préconisations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche était de dire que, c'est depuis 2011, il me semble, que le temps acceptable qui pouvait être affecté à la R&D était de l'ordre de 80-85%. Maximum. Ouais, le grand maximum. Voilà. Sauf pour les jeunes docteurs qui, eux, effectivement, pouvaient justifier d'un temps supérieur parce qu'ils étaient embauchés uniquement pour faire de la recherche. Voilà, c'est une position qui est assez contestable. Qui ne repose pas sur grand-chose, effectivement, qui peut être discutée, et du reste, qui n'a pas force de loi. Qui n'a pas force de loi, c'est important de le dire, parce que toutes les préconisations et les indications qui sont contenues dans le guide du MENESR, d'ailleurs, c'est rappelé en propos introductif, n'ont absolument aucune force réglementaire et ne sont absolument pas opposables à l'administration fiscale. Alors, s'agissant de la jurisprudence sur la problématique de la justification des temps passés, on voit que la jurisprudence, on écrit, est favorable au tableau de suivi. Enfin, c'est ce que nous constatons tous les jours et c'est ce que nous voyons quand nous travaillons avec nos clients. Donc, ce que nous leur conseillons et ce que nous mettons en place avec eux, ce sont des tableaux de suivi des temps passés par projet, avec chaque phase bien mise en évidence pour distinguer les phases au sein même d'un projet qui sont éligibles ou qui ne le sont pas, et avec une ventilation des heures qui est très précise. Donc le Conseil d'État, dans une affaire en 2007 de la société Danialu, a considéré que les tableaux qui indiquaient un nombre d'heures travaillées par personne, par type d'opération de produit, bien c'était des preuves suffisantes et que les temps passés en R&D étaient suffisamment justifiés parce qu'on voyait que le temps de travail consacré à la recherche était très clair et que toute estimation forfaitaire à l'évaluation des dépenses avait été écartée. Enfin, toujours, la Cour administrative d'appel de Paris, dans une affaire Société Génération Conseil, a encore admis des tableaux qui sont constitués par le contribuable, par l'entreprise, qui détaillent de manière suffisamment précise le temps qui est consacré aux opérations de R&D pour chacun des salariés, et cela permet à la société de remplir cette condition suffisamment précise et de justification suffisamment précise et rigoureuse de l'implication du salarié aux opérations de recherche et de développement. Alors, Florent? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à l'administration fiscale? Donc, qu'est-ce qu'on va devoir préparer en amont pour justifier de cette précision et de cette rigueur dans la détermination des temps passés? Eh bien, tout moyen est bon. Évidemment, l'idéal est de disposer d'un suivi analytique des temps sur un système de pointage.
on peut faire une extraction du système de pointage. Néanmoins, en l'absence du système de pointage, on peut néanmoins prouver que une rigueur et une précision à travers donc, soit un suivi par tableau, c'est-à-dire toutes les semaines un reporting auprès du directeur du projet, de chacune des personnes avec le temps, qui va s'agréger pour créer un temps total, et on va pouvoir descendre dans le détail. On parle d'un suivi qui peut être semestriel, mais qui peut être aussi trimestriel, qui peut être mensuel, qui peut être hebdomadaire. Si on ne met pas en place ce suivi, même si on vous le conseille quand même, c'est un suivi assez précis, mensuel est quand même l'idéal ensuite en fonction de la taille de la structure. On va pouvoir retrouver à travers les agendas, les réunions, le temps passé, les notes qui ont été échangées un temps passé. Par exemple, telle personne a passé 4 heures à faire des essais, telle autre a passé 3 jours, et on peut retrouver toutes ces informations-là et les présenter à un éventuel inspecteur en cas de contrôle. Néanmoins, ça va être compliqué de documenter l'ensemble de ce temps de façon diffuse. Et ça va être très compliqué, surtout après, de tout récupérer. Donc, il est préférable, au démarrage du projet, d'organiser un système, pas forcément de pointage, mais au moins de suivi de temps qui soit à intervalles réguliers et relativement courts. Et tout autre document qui atteste la participation d'une personne à un projet, donc on parlait de la fiche de poste, une lettre de mission, son rendez-vous avec des prestataires, toutes ces choses-là vont pouvoir prouver que la personne a du temps dans le projet. Merci. Alors, vous avez bien suivi mes conseils, vous avez posé vos questions tout au long de cette présentation. C'est parfait, comme ça on va pouvoir y répondre. Alors justement, il y a une question sur le suivi des temps. Je possède un système de suivi des temps par affaire. Est-ce que cela permet de justifier le temps passé d'après vos retours d'expérience, nous demande-t-on. Alors, le suivi des temps par affaire, une réponse un petit peu de Normand, mais effectivement dépend de ce qui est indiqué à l'intérieur du suivi du temps. Si c'est un suivi du temps macro par affaire, en disant telle personne a passé 5 jours sur cette affaire pour calculer par exemple la rentabilité d'une affaire, c'est quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement, ça ne va pas suffire à l'administration fiscale, puisque dans l'affaire, on peut inclure des tâches qui sont purement commerciales et inclure également des tâches qui sont R&D. Donc il va falloir avoir une différence entre ces deux tâches. Par conséquent, il est préférable d'avoir un autre suivi des temps qui soit un suivi des temps R&D purement, ou alors, si on a un détail suffisant dans le suivi des temps par affaire, d'extraire non pas le temps sur l'affaire, mais le temps à l'intérieur de l'affaire qui correspond à des opérations éligibles. Donc un temps de réunion pour des problématiques techniques, un temps de test, un temps d'essai, un temps de réflexion, etc. À l'exclusion de toute tâche qui soit purement commerciale, prospection, etc. Donc ça va dépendre de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du suivi des temps par affaire. Parfait. On va poursuivre avec les éléments de rémunération à retenir pour la valorisation du personnel éligible. Alors, à noter que nous n'allons pas évoquer les cotisations sociales obligatoires qu'il faut retenir ou non dans les dépenses de personnel. C'est un sujet qui avait été traité lors d'un précédent webinaire d'Alma Consulting Group organisé en partenariat avec le cabinet Film Fisher. Ce webinaire est disponible sur le site internet d'Alma, almacg.fr. Donc, je vous invite à vous rendre sur ce site internet pour récupérer ce webinaire sur les cotisations sociales obligatoires. Florent poursuit donc sur ces éléments de rémunération. Pour calculer le temps passé et ensuite le coût qui est lié à ce temps et qui est affecté au crédit d'impôt recherche, qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien, on va calculer d'abord un taux horaire. La philosophie générale étant de calculer ce taux horaire, de multiplier par le temps passé qui a été déterminé de façon rigoureuse et précise en R&D, et c'est ce montant-là, donc le coût horaire fois le temps R&D, qui va être inclus dans l'assiette des frais de personnel du crédit d'impôt recherche. Comment calcule-t-on ce coût horaire? On va prendre les salaires bruts fiscaux, on va y ajouter l'ensemble des charges patronales qui correspondent à des cotisations sociales obligatoires éligibles, et cette somme-là va être la rémunération totale qu'on va prendre en compte. On va, au dénominateur, le diviser par le temps de travail. Donc, le temps de travail, c'est le temps de travail réel et non pas le temps payé. Donc, on va exclure les congés payés, évidemment les congés sans solde, on les exclut aussi parce qu'on ne les prend pas non plus dans la rémunération. Ce ratio-là nous crée un coût horaire. Ce coût horaire est ensuite multiplié par le temps R&D. Et cette somme nous donne une somme R&D pour le personnel, on additionne toutes les personnes, ce qui nous donne un montant de frais de personnel. On va pouvoir également inclure dans la rémunération tout ce qui est prime, tout ce qui est avantage en nature, et l'intéressement à la participation depuis un arrêt, je crois, assez récent du Conseil d'État. Oui, du 12 mars 2014, oui, un arrêt retentissant et qui a permis de valoriser les
sommes qui étaient versées au titre des accords d'intéressement et de la participation. Peut être pris en compte également dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Parfait, et on va terminer avec Delphine. Est-ce que l'on peut valoriser dans l'assiette du crédit d'impôt recherche du personnel qui n'est pas salarié de l'entreprise, donc un personnel externe, et c'est donc le thème de la mise à disposition? Oui, alors c'est vrai que jusqu'à présent, on a parlé du personnel interne de l'entreprise qui entend valoriser ses projets de R&D dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Pour autant, le personnel que l'on peut dire externe, c'est-à-dire du personnel qui est détaché et qui est mis à disposition par son employeur auprès d'une entreprise tierce, peut aussi être retenu dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Alors, tout d'abord, il y a une intervention du législateur qui est venue réglementer, qui est venue encadrer en fait le prêt de main-d'œuvre exclusif, c'est la loi Cherpion du 18 janvier 2011. Et en matière de crédit d'impôt recherche, l'administration fiscale est venue apporter des précisions, des commentaires administratifs en disant que oui, le personnel qui était externe à l'entreprise était mis à disposition en fait, pouvait valablement être retenu sous réserve de respecter deux conditions. Alors la première est relative au personnel, donc il doit s'agir de chercheurs et de techniciens de recherche qui sont une fois encore directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. Et enfin, les éléments de la rémunération de ce personnel qui est détaché, qui est mis à disposition, doivent être facturés par l'employeur à l'entreprise utilisatrice pour le montant exact effectivement supporté par lui. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de marge commerciale qui s'applique, qui doit être appliquée, et c'est ce qu'on appelle une facturation à l'euro. Donc en pratique, l'administration, on voit, s'aligne complètement, admet tout à fait la possibilité que du personnel soit détaché. D'ailleurs, même à l'occasion des contrôles, lorsqu'on échange de manière sereine et en bonne intelligence avec les brigades de vérification, elles peuvent aussi donner des conseils en disant à des entreprises dont l'entité juridique au sein d'un groupe n'a pas valorisé les bonnes dépenses. Ça aurait pu être par exemple une société sœur qui retient le personnel de R&D et non pas la société A entre A et B. Bon, bref. Et l'administration fiscale conseille donc à des sociétés de mettre en place des conventions de mise à disposition. Donc en pratique, ce qu'il faut, oui. C'est ce que j'allais te demander, il faut que la convention précise clairement qu'on a une facturation à l'euro et donc sans marge commerciale dans la... Oui, absolument, voilà. Parce qu'il faut nécessairement, et c'est ce qui vous sera demandé, et nous, c'est ce qu'on fait en partenariat avec nos cabinets d'avocats, lorsqu'on identifie un besoin et une faiblesse, en fait, dans le système, quand nos sociétés, quand nos clients sont des groupes, entre deux sociétés sœurs, par exemple, on propose et on suggère avec nos avocats de mettre en place des conventions de mise à disposition, à l'intérieur desquelles les fonctions occupées par le salarié qui sera mis à disposition sont clairement détaillées. Donc il faut aussi rappeler que le détachement doit être limité dans le temps et la convention de mise à disposition, donc nos avocats rédigent les conventions de mise à disposition pour nos clients et prévoient dans les conditions financières que, par exemple, j'en ai une sous les yeux, qu'il est convenu que le salaire annuel du salarié qui sera refacturé sera de X milliers d'euros, majoré des charges patronales qui sont correspondantes. Et il n'y a pas, comme je le dis Florent, c'est hyper important de le préciser, il n'y a absolument pas de marge commerciale. Et enfin, pour respecter parfaitement les textes, il faut que le salarié forcément consente à son détachement, puisque ça ne s'impose pas de manière unilatérale sur décision de l'employeur. Donc il faut aussi prévoir un avenant au contrat de travail du salarié qui sera détaché. Dans ces conditions, vous pourrez valablement retenir les éléments de rémunération du personnel. Les éléments de rémunération du personnel détaché pourront donc être retenus dans l'assiette de crédit d'impôt recherche de l'entreprise utilisatrice, bien que le salarié détaché reste toujours pendant toute la durée de la mise à disposition, il demeure sous la subordination exclusive de l'entreprise prêteuse. Voilà, il n'y a pas de distorsion de lien de subordination. Et Jean-Noël, Florent, j'en ai terminé avec la mise à disposition de personnel. Merci Delphine, merci Florent pour
cette présentation. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Je vous demande, Delphine, comment d'être assez succinct dans les réponses pour qu'on puisse voir le plus de questions possible. On commence sur la détermination du personnel de recherche. Peut-on valoriser les stagiaires? Absolument, absolument. Alors, je dis absolument parce que nous, on est au fait, mais d'abord, il y a une avancée notable, toujours pareil, de la jurisprudence sur la prise en compte des gratifications qui sont versées aux stagiaires. Donc oui, le juge de l'impôt, par 2 fois à minima, a reconnu donc l'éligibilité des gratifications versées aux stagiaires. Et on félicite, là encore, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui dans son guide du CIR 2015, qui est paru en avril dernier, est venu dire expressément et inviter les bénéficiaires du crédit d'impôt recherche que oui, les gratifications pouvaient être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Donc nous avons informé nos clients et nous vérifions que tout va bien. Peut-on valoriser les apprentis? Alors, les apprentis sont valorisables à la condition de, au même titre que les stagiaires, à la condition par contre de prouver que les apprentis ont la qualification nécessaire pour mener à bien des opérations de recherche. C'est plutôt ce point-là qui pose problème généralement. Après, d'un point de vue purement fiscal, les apprentis sont valorisables. En revanche, il faut faire attention dans la valorisation des apprentis. Les rémunérations et surtout les charges patronales des apprentis sont plus faibles que les charges patronales globales. Donc, on ne peut pas appliquer un taux de charge global à un apprenti puisqu'on augmenterait de façon artificielle le montant du crédit d'impôt recherche. Spécialement la CEG et la CRDS, l'ensemble des cotisations sociales ne s'appliquent pas. Le président de notre entreprise fait partie de plusieurs pôles de compétitivité. Peut-on prendre en compte son temps de travail? Alors, il est possible de prendre en compte son temps de travail sous les mêmes conditions que pour tout autre salarié. C'est-à-dire qu'il va falloir non pas son temps de travail directement dans les pôles de compétitivité, sauf si, à l'intérieur du pôle, il a mené des opérations qui visaient à lever des verrous techniques et scientifiques. Par ailleurs, il va falloir démontrer que le chef d'entreprise a une qualification d'ingénieur, soit par le diplôme, soit par l'assimilation d'ingénieur, ce qui est généralement pas très complexe dans le cas d'un chef d'entreprise s'il participe aux opérations de recherche, puisqu'il va encadrer les chercheurs et les techniciens, on va pouvoir mettre en avant également son expérience pour valoriser son temps. Le temps qu'on va pouvoir reprendre, en revanche, c'est uniquement le temps lié à la levée de verrous scientifiques et techniques, donc à la participation effective au projet de recherche. Un prestataire peut-il rentrer dans le personnel éligible? Alors, ça va dépendre effectivement. Si le prestataire est une mise à disposition de personnel, c'est-à-dire que si on va avoir une société qui a une prestation de personnel vers une autre société, on va rentrer dans le cadre de la mise à disposition dont parlait Delphine. Le problème dans ce cas-là, c'est qu'on va la plupart du temps avoir une marge commerciale entre le prestataire et la société. Oui. Je crois qu'en disposition, ça va être compliqué. Oui, oui, voire même impossible. Alors attention, parce que il faut absolument s'attacher à l'objet de la convention. Les contrats de prestation de services, au terme desquels un consultant peut être détaché, en fait, peut travailler dans les locaux de l'entreprise, du donneur d'ordre, eh bien, on ne peut pas retenir dans l'assiette de son propre CIR en retraitant le prix qui est facturé en vertu du contrat de prestation de service. Vraiment, la position de l'administration fiscale est stricte et il faut s'astreindre à la respecter. Donc, c'est véritablement dans le cas de mise à disposition de personnel que oui, on pourra retenir du personnel externe. S'agissant d'un prestataire qui intervient dans les locaux, comme c'est vraiment souvent le cas dans les entreprises, dans les ESN, les entreprises de services numériques, un peu les SSDI, on ne pourra pas retenir ces sommes-là sauf à s'exposer à un risque réel de remise en cause, risque qu'on ne vous incite pas à prendre. En revanche, ce qu'il est possible de faire dans le cadre d'une prestation externe, c'est de vérifier que le prestataire bénéficie de l'agrément crédit d'impôt recherche pour l'année considérée, auquel cas on peut reprendre la facture hors taxe, à condition que ce soit des travaux éligibles évidemment qui ont été facturés, on peut reprendre la facture hors taxe de ce personnel-là.
Alors, on va poursuivre sur la détermination du temps passé. Est-ce que le temps passé en réunion sur la réflexion d'hypothèses, sur la réflexion de détermination de solutions, est-ce que ce temps passé peut être retenu? C'est important comme question, ça. Alors oui, tout à fait. Tout à fait, ce temps passé peut être retenu. Ce qu'il va falloir démontrer par la suite, c'est que cette réflexion et ces réunions de réflexion visent encore une fois à lever des verrous scientifiques et techniques. Donc, tente d'établir des hypothèses de recherche, même si on n'a pas de matérialité dans la recherche, le temps de réflexion est du temps de recherche amont et donc tout à fait éligible à ce titre si on démontre la présence d'un verrou scientifique. Et oui, mais alors justement pour l'établir, parce qu'il faut quand même, moi j'en reviens toujours à cette notion de justification, de preuve matérielle, est-ce qu'on peut au moins tenter de matérialiser par des comptes rendus, des échanges de mails qui s'inscrivent dans les brainstorming, des réunions pour lever les verrous? C'est ce que vous faites en fait quand on fait l'émission. C'est ce qu'on conseille, établir des comptes rendus de réunion pour indiquer que telle hypothèse a été finalement retenue au cours de cette réunion, telle autre hypothèse a été abandonnée. Donc on a une vraie réunion scientifique qui sert à faire avancer le projet, même de façon très amont. Et ce projet est bien un projet de recherche qui permet de valoriser le temps passé de tous les intervenants techniques à cette réunion. Est-il nécessaire que les personnels soient affectés à 100% aux opérations de R&D? Non. Non, la réponse est clairement non. Je vais laisser compléter Florent, bien évidemment, mais non, parce que il y a aussi des cas, et c'est normal puisque ça relève de la vie d'une entreprise, des cas où l'affectation à la R&D n'est absolument pas exclusive pour un salarié donné. Donc, ce qu'il faut faire et veiller à mettre en œuvre, c'est de déterminer un prorata d'affectation qui soit le plus juste possible pour pouvoir déterminer en fait le temps qui a été passé à la R&D par ce salarié, qui peut aussi être occupé à d'autres tâches comme des tâches de management ou de recherche. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu la position du ministère de la Recherche qui disait comment? Oui. Oui, qui disait que nécessairement le temps d'un chercheur avec tel R&D ne pouvait pas être de 100% parce que, alors certains, ça nous fait gentiment sourire, certains à l'administration fiscale nous disent nécessairement des postes faits, des discussions dans les couloirs, bon, enfin, ça n'a rien à voir dans le débat. Mais... Je pense que la question de l'auditeur est liée au fait qu'on a indiqué, comme en suivant l'instruction fiscale, qu'on peut retenir le temps passé au personnel directement et exclusivement à ces opérations de recherche. Ce qui est évident, on peut poser des questions. En revanche, l'administration fiscale précise immédiatement après que pour déterminer ce temps exclusif et pour le personnel qui n'aurait pas un temps exclusif, on va pouvoir appliquer le calcul qu'on a montré précédemment, c'est-à-dire un prorata d'affectation. Et ce qu'on va valoriser, finalement, c'est le temps exclusif. On va valoriser uniquement du temps de R&D. Mais on a un recalcul qui permet d'avoir ce temps exclusif. On n'a pas 100% nécessaire, et c'est même déconseillé d'avoir 100%. Non. Parce que ce qui est important, c'est que la maîtrise vient de ce constat-là, c'est que quand on dit temps exclusivement et affecté à la R&D, même si cela représente 40% du temps de travail effectif pour un salarié donné. Effectivement, on va pouvoir uniquement valoriser le temps R&D, donc le temps qui sera valorisé sera exclusif. En revanche, ce n'est pas l'ensemble du temps passé dans la société par la personne. Concernant les TNS, travailleurs non salariés, quelle est la prise, on prend en compte quel salaire? Alors, comme le travailleur non salarié n'a pas de salaire, on ne prend pas en compte le salaire. On va reprendre en compte sa rémunération, celle qui est indiquée dans les comptes de l'entreprise pour l'exercice considéré, ainsi que les charges patronales obligatoires et fiscalement déductibles. C'est très important cette notion d'obligatoire et de déductibilité fiscale. Ça signifie que, par exemple, dans le cadre des TNS, on ne va pas pouvoir reprendre en compte les éventuelles retraites Madelin, qui sont des retraites facultatives. On va exclure du dispositif crédit d'impôt recherche. Et on va terminer avec cette dernière question concernant la détermination un peu du temps passé annuel. Les heures de congés payés, les RTT, les formations sont bien à exclure de la base du crédit impôt recherche. Oui. Alors oui, mais il y a plusieurs choses dans ce qui a été indiqué. Les heures de congés payés, les heures de congés payés sont exclues parce qu'on ne prend que les heures travaillées. Par définition, les heures de congés payés ne sont pas travaillées. En revanche, pour le
le calcul des heures travaillées totales, on va considérer que le temps de formation, le salarié est présent dans l'entreprise, donc c'est une heure travaillée, s'il ne produit rien. Donc pour toutes ces heures, on va prendre les heures travaillées, ça va être l'ensemble des heures payées, moins les congés payés, moins le temps, les congés éventuellement paternité, les arrêts maladie, etc. Et ce qu'on va reprendre en tant que R&D, ça va être le temps passé donc sur la R&D. On va diviser le temps passé à R&D sur le temps total. Etc. Parfait. Eh bien, merci Delphine, merci Florent pour cette présentation. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu d'autres questions, mais en fait, on arrive un peu à la fin de cette présentation. Ce que je propose aux personnes qui ont posé des questions, et c'est très bien, c'est que l'on puisse vous y répondre par mail directement, même si on a essayé voilà, de pouvoir prendre les questions un peu générales. Et vos réponses, Delphine et Florent, ont, je n'en doute pas, pu satisfaire les personnes qui nous ont posé toutes ces questions. Donc voilà, on répondra à vos questions par mail. Pour continuer, si vous souhaitez rester informé de l'actualité du financement de l'innovation, eh bien, vous pouvez par exemple vous abonner à l'Alma News Innovation. Et puis, alors il y a le nouveau guide que vous pouvez télécharger directement sur le site internet d'Alma Consulting Group, notamment le guide sur le crédit d'impôt innovation en 10 questions, ou alors décrypter et maîtriser le contrôle fiscal du crédit impôt recherche en 6 points clés, et puis évidemment les vidéos qui sont consultables sur le site internet, réussir son contrôle fiscal du CIR et les 3 fondamentaux pour sécuriser son CIR, tout ça sur le site d'Alma Consulting Group, ou alors vous pouvez contacter, je vous conseille, Karima Bebarek à l'adresse mail qui s'inscrit sur votre écran. Karima, que nous remercions pour l'organisation de ce webinaire, et nous remercions également Aurélie Robert qui a participé activement à la préparation de ce webinaire. Merci Delphine, merci Florent, merci à vous de votre attention. Rendez-vous à la rentrée, on vous tiendra informé bien évidemment pour la reprise du nouveau programme de webinaire d'Alma Consulting Group. Bonne fin de journée. Merci et à très bientôt. Merci, à bientôt. Très bon été à tous. Merci, au revoir.